Voilà, beaucoup de choses ont déjà été dites. En plus, vous ici, si vous êtes là pour nourrir la réflexion, comme l'a dit Bernard Delcros et Dominique Faure, du Parlement rural français, et les propositions, il y a des sujets que vous connaissez parfaitement. J'aurais envie, Madame la représentante de l'Agence de l'eau, vous qui êtes finalement en mesure de nous parler de la qualité, de la quantité, de la gestion, de la ressource. Et en discutant, si je vous pose cette question, ce n'est pas pour vous amener vers un propos introductif, mais peut-être quand même nous rappeler votre fonction et particulièrement ici, la problématique et votre vision. Vous avez vu tout à l'heure qu'on était déjà, on est dans le débat, on est dans le contradictoire sur les aspects de gestion de l'eau par les communes ou les intercommunalités. Ce n'est pas des choses que nous avons évacuées. On est là pour tout se dire, mais peut-être partir de votre vision, vous, l'ingénieur, la technicienne, en charge de représenter et de gérer ça. Voilà, madame. Merci, bonjour à toutes et tous, bonjour à messieurs et mesdames les élus, madame la ministre, monsieur le préfet. Merci de cette invitation à cette session. Nous prenons effectivement toutes les occasions pour débattre de l'eau et sur ce département, nous débattons de l'eau depuis quelques mois déjà. C'est effectivement un sujet qu'on a l'occasion d'évoquer avec nombre d'entre vous depuis longtemps. Donc l'Agence de l'eau, je représente pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est un établissement public qui dépend du ministère de l'écologie. Notre objectif, c'est de répondre aux attentes de la directive cadre européenne sur l'eau qui demande que l'eau dans le milieu naturel soit en bon état d'ici 2027. Donc le bon état, il dépend évidemment de l'absence de pollution, quelle qu'elle soit, chimique, urbaine, agricole. Elle dépend du fait que les cours d'eau soient le plus naturel possible, que les zones humides soient restaurées, donc que tous les milieux aquatiques soient dans un fonctionnement le plus naturel possible pour que la biodiversité qui en dépend puisse effectuer son cycle de vie normal. Et évidemment, le sujet de la quantité d'eau est un peu le nerf de la guerre de tout ça, puisque s'il n'y a pas d'eau, je vais enfoncer une grande porte ouverte, il n'y a pas de vie, mais du coup, il n'y a pas non plus de milieu aquatique, évidemment. Donc l'Agence de l'eau, son rôle, c'est d'aller financer des projets qui vont permettre de répondre à ces enjeux-là, avec un guide dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui nous dit quels sont les territoires les plus prioritaires en la matière en fonction de l'état constaté de ces eaux. Et bon, ce qu'on peut déjà dire d'un point de vue global, c'est que sur le département des Hautes-Alpes, on est sur un département évidemment plutôt préservé, puisque sinon le Parlement rural ne se réunirait pas ici. Évidemment, on est sur un territoire plus rural qu'urbanisé. Et privilégié sur le plan de la qualité et de la quantité. Alors, privilégié sur le plan de la qualité du coût, c'est sûr. On a moins de raisons de pollution, puisqu'il y a moins d'activité humaine, même s'il y en a, évidemment. Et sur le plan quantitatif, alors il est privilégié oui et non, puisque, alors évidemment, il y a l'enjeu de Serre-Ponçon, dont on parlera certainement plus longuement ensuite, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout le reste, des bassins versants. Et on a des bassins versants qui sont, comme on le dit nous, déficitaires, c'est-à-dire qui déjà n'ont pas suffisamment d'eau pour satisfaire les usages de l'homme, urbain, agricole, touristique, économique, et les besoins du milieu naturel. Et notamment, donc, on a le Audrac, et je viens de perdre le deuxième, le Buèche, pardon, bien sûr, qui est déjà dans cette situation de tension depuis plusieurs années. Donc, on connaît une situation de sécheresse depuis l'an dernier particulièrement marquée, mais en réalité, on avait déjà un bruit de fond du changement climatique qui nous mettait dans cette situation déjà de diminution de la ressource et de tension. Donc on a un territoire qui connaît déjà cette situation-là et qui bien évidemment connaît d'autant plus depuis l'an dernier une situation de sécheresse tendue, avec une situation un peu différente cette année, je pense qu'on y reviendra aussi, mais qui ne doit pas nous laisser croire que l'épisode de 2022 était un épiphénomène. Les nappes ont très largement souffert l'année dernière, les cours d'eau ont très largement souffert. Et cette année, si la situation est un peu meilleure, on part quand même avec un gros déficit et on n'a pas comblé ce déficit. Et on n'a pas eu non plus un enneigement normal, peut-être que Dave y reviendra, et on n'a pas encore une pluviométrie non plus normale. Voilà. Donc c'est pas pour être catastrophique, mais pour dire qu'il faut rester vigilant
et que cet enjeu-là reste très fort sur la région, sur le département notamment et sur toute la région. Quand on est directrice de votre agence, on se fixe des objectifs à court terme. Alors bien évidemment, on est sur des sujets qui sont forcément sur le temps long, même si l'impératif climatique et environnemental est là. Mais pour les toutes prochaines années, quels sont vos principaux objectifs ? Alors, nos priorités, c'est la lutte contre les pollutions. Donc, je le disais, le département n'est pas le premier concerné en la matière, mais on a encore des pollutions urbaines parce qu'on peut avoir des réseaux vieillissants qui dysfonctionnent. On a des pollutions, évidemment, dues aux activités agricoles. Et puis, on peut avoir ponctuellement des pollutions encore industrielles ou économiques, mais qui sont en général aujourd'hui moins les enjeux en termes de pollution de l'eau. Donc ça, la première des priorités, enfin la première, on a 4 types de priorités, on a cette priorité-là. La deuxième priorité, c'est le quantitatif. Donc je disais, c'est aussi un enjeu sur le département, contrairement à ce peut-être on pourrait croire. La troisième priorité, qui est moins un enjeu, mais qui existe aussi, c'est la restauration des milieux naturels. Alors sur le département, on va être peut-être plus sur la préservation, éviter la dégradation. Et notamment, donc, on a évidemment beaucoup de cours d'eau qui sont en bon état ou en très bon état aujourd'hui, mais avec les impacts du changement climatique, la diminution de la ressource, le milieu naturel souffre aussi, donc il faut d'autant plus être vigilant à ne pas dégrader ces situations-là. Et puis on a encore des cours d'eau sur lesquels on a des restaurations à faire parce qu'ils ont été couverts, parce qu'on a encore des obstacles à la continuité. Et puis le troisième enjeu qui vous intéresse aussi particulièrement, c'est ce qu'on appelle la gestion patrimoniale des réseaux, dans laquelle donc l'Agence de l'eau a une politique particulière envers le monde rural, les fameuses zones de revitalisation rurale, où l'Agence de l'eau donc attribue de nombreux crédits pour vous aider, vous le savez, un certain nombre d'entre vous, à remettre en état vos réseaux d'eau et d'assainissement. Donc sur le département, sur les 4 dernières années, ce sont plus de 25 millions d'euros investis par l'Agence de l'eau, dont 11 millions d'euros rien que sur ces sujets. Voilà, donc on accompagne fortement les collectivités sur cette thématique pour évidemment limiter les prélèvements d'eau inutiles dans le milieu, lutter contre les fuites et éviter les pollutions générées par les systèmes d'assainissement qui dysfonctionneraient. Cette solidarité avec le monde rural, elle a des revers, et vous le savez, on en a débattu avec certains d'entre vous, donc je vais pas me cacher là-dessus. Les revers, c'est ce que sous-entend cette bonne gestion patrimoniale. Et la bonne gestion patrimoniale, elle sous-entend d'avoir des services de taille suffisante. Madame la ministre l'a rappelé, c'est vraiment ce que porte le gouvernement, évidemment ce que porte l'Agence de l'eau, pour avoir une taille suffisante technique et financière pour faire face à ces enjeux de bon maintien du patrimoine. Ça a été dit par M. Bénet en introduction. Souvent, l'élu rural, il est tout, avec parfois sa secrétaire de mairie. Et pour gérer un système d'eau et d'assainissement, on sait qu'il faut un certain nombre quand même de compétences techniques. C'est un métier, évidemment. Il y a vraiment une question d'ingénierie, là. Voilà, il y a une question d'ingénierie et puis il y a une question de moyens financiers aussi derrière. Voilà. Donc, nous, on est là pour accompagner ce regroupement et on porte évidemment ce regroupement. Donc, quand on dit regroupement, mutualisation, ce n'est pas forcément à l'échelle de PCI, c'est à l'échelle pertinente, qui peut être un syndicat, comme ça a été dit. La question, c'est effectivement d'avoir une échelle d'intervention suffisante pour avoir une gestion en bonne mère de famille, comme j'aime bien le dire. Ici, on est là dans un moment très chaleureux, très convivial. La réalité, c'est que ça n'est pas, sans mauvais jeu de mots, un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des moments de tension. Et ça, comment on les vit, Alors nous, on les vit directement, puisqu'on travaille avec les élus. Je regarde Monsieur le Préfet, parce qu'on a eu une séquence des Assises de l'eau en début d'année où j'ai eu l'occasion d'intervenir dans l'atelier sur ces sujets-là et qui a été assez mouvementé. Monsieur le Président du département était aussi présent, notamment. Monsieur le Sénateur aussi. Donc on ne s'en cache pas. Moi, je pense qu'on avance en discutant et c'est ce qu'on fait. Et c'était le but des Assises de l'eau. C'est bien ce qui a été rappelé par Monsieur le Préfet et par Monsieur le Président du département. On a des points de vue peut-être divergents, mais c'est même l'ADN de la politique de l'eau en France. C'est que tous les usagers se mettent autour de la table. La politique de l'eau, les agences de l'eau ont été créées en 1964, donc ça ne date pas d'hier. Tous les usagers se mettent autour de la table, les agriculteurs, les représentants des consommateurs, bien sûr les collectivités.
les représentants des services de l'État, et on discute, on fait part de nos attentes, de nos difficultés, et on essaye de converger ensemble, et c'est vraiment ce qu'on fait dans ce département. Merci. Pascal Sautel, donc vous êtes la directrice de la concession eau, environnement, territoire EDF, donc EDF Hydro-Méditerranée, l'hydroélectricité en Provence. Là aussi, on connaît, mais peut-être quand même rappeler quelques chiffres et dire que vous êtes avec nous au cœur du débat, parce que l'aval dépend beaucoup de ce qui se fait et ce qui se vit ici. Bonjour à tous. Oui, effectivement, ces ouvrages, ils ont une histoire, hein, puisque du coup, Monsieur le maire l'a dit, il les connaît bien. La loi de 1955 a relevé d'une loi d'utilité publique. Et donc, c'est un modèle vraiment unique, ce modèle Durance-Verdon, cette chaîne d'aménagement. Donc, ça part d'ici, là, de Serponçon, c'est le réservoir de Tête. Et c'est ensuite une chaîne d'aménagement qui court jusqu'à l'étang de Berre dans la mer Méditerranée. Et c'est vraiment un atout pour toute la Provence. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'eau énergie, donc évidemment, en tant que représentante d'EDF, je vais le faire, parce que du coup, on est sur un formidable outil de production d'énergie renouvelable. On sait qu'elle est entièrement, du coup, propre, entièrement pilotable, entièrement souveraine. Et cette chaîne d'aménagement, quand une goutte d'eau sort de Serponçon, elle est turbinée simultanément dans 23 usines pour mettre sur le réseau électrique l'équivalent de la puissance de 2 réacteurs nucléaires. Et ça, c'est unique en France. Et c'est ces infrastructures-là qui ont été pensées de manière très moderne sur la région, qui permettent finalement cet enjeu de l'eau, énergie et de l'eau renouvelable. Et ce modèle, il a immédiatement été pensé comme un modèle de partage de l'eau, parce qu'au-delà de l'énergie, hein, qui a financé 88% des installations, il a immédiatement associé le partage de l'eau en Provence. Donc bien sûr, l'agriculture, on a une réserve dans les grandes retenues, hein, que ce soit ici à Serponçon ou à Sainte-Croix dans le Verdon. On a des réserves pour l'agriculture. Quand l'eau et les ressources sont insuffisantes en été, les agriculteurs peuvent sécuriser l'irrigation grâce à ces grands réservoirs, ces grandes retenues. Et ce sont plus de 70 structures agricoles qui, tout au long de ce canal EDF qui part de Serponçon et qui descend jusque dans le 13, qui peuvent être alimentées, qui sont connectées à ces grandes infrastructures et qui du coup irriguent 80 000 hectares de terre. Donc une valeur créée pour l'agriculture qui est très importante. Bien sûr, l'eau potable, hein, là encore, Monsieur le maire l'a dit, c'est 3 habitants sur 5 de la région qui sont alimentés par ces ressources de la Durance et du Verdon. Donc ce modèle, il a été vraiment pensé comme un modèle de partage et aussi un modèle de concertation, parce que bien sûr, les infrastructures, elles font le lien entre le haut et le bas, elles font le lien entre les usages, et on est au cœur finalement de cette concertation et de ce partage de l'eau. La question des partages, c'est que les partages soient équitables. Alors le partage équitable, le partage, il doit se faire entre les différents usages, bien entendu, l'énergie, l'eau agricole, industrielle, l'eau potable, le tourisme, les milieux aussi, parce que je ne l'ai pas cité, mais on a aussi des débits minimums biologiques à laisser en rivière de manière constante, et quelle que soit la ressource entrante dans les ressources, dans les grandes retenues. Oui, on est sur un partage. Donc les arbitrages appartiennent à l'État, hein, bien entendu, si des arbitrages il doit y avoir. Et on est sur une concertation qui doit se renforcer. On l'a vu en 2022 avec finalement une année historiquement sèche qui a généré forcément des tensions, qui a généré des nouvelles questions qu'on ne s'était pas encore posées sur ce territoire et qui nécessitent beaucoup de pédagogie et beaucoup de partage et sûrement encore plus, on va dire, d'interaction entre l'ensemble des départements pour, si des mesures doivent être prises, qu'elles soient senties comme équitables et cohérentes. Voilà, on entend parfois qu'il faudrait que les relations soient plus étroites, plus constantes, qu'il y ait ce que vous évoquez, cette interaction. Alors nous, on a un acteur de service public. Depuis 50 ans, l'ensemble de la concertation avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble des usages, on le fait. L'année 2022 a juste été emblématique d'une année où on a manqué en termes de quantité de l'eau. Mais les habitudes de concertation, on a un cahier des charges, on a un contrat de concession qui déjà matérialise le fait qu'on doit partager cette eau et on la partage. Et EDF, à ce titre,
à un certain nombre de mesures sur l'ensemble du bassin versant. On est sur un bassin versant Serponçon et Verdon qui fait 11 500 km², pour anticiper finalement la quantité de ressources qui va être disponible au 1er juillet, et pour essayer du coup d'être dans une logique d'anticiper aussi les mesures pour être en préparation de cette saison estivale qui est très importante pour les acteurs du tourisme ici. Merci Pascal. Nathalie Rousset, vous venez d'un autre château d'eau de la France, le Massif central. Vous êtes, votre canton, c'est un peu là où la rivière Allier et la rivière Loire prennent leurs sources, c'est ça, me disiez-vous ? Alors, le département de la Haute-Loire, la Loire prend ses sources dans l'Ardèche, il ne faut pas l'oublier, chez nos voisins, tout en haut. Et l'Allier prend ses sources dans le bout de la Margerite, dans la Lozère. Des départements extrêmement denses en termes de population, vous le savez très bien. Et après, effectivement, ils traversent gentiment la Haute-Loire pour... Donc tire jusqu'à Nantes. Vous représentez, quand on est extérieur à ce secteur, c'est pas facile de s'y retrouver dans tous les intervenants de l'eau. Et ce Conseil national de l'eau que vous représentez, qui n'est pourtant pas un organisme récent, qui existe et qui fait un vrai travail de fond, un vrai travail public, qui est un interlocuteur il faut qu'on aille vite, en quelques mots. Qu'est-il, ce Conseil national de l'eau ? Alors, le Conseil national de l'eau, en fait, c'est une institution qui existe depuis 1964, qui est placé auprès du ministre de l'Environnement et qui a un travail en fait de consultation préalable des grandes orientations de la loi ou des textes qui vont sortir au niveau réglementation sur l'eau. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il est composé après en son sein de différents comités qui d'ailleurs ont été définis par le Code de l'environnement aujourd'hui, donc qui ont une vraie légitimité, et dans lesquels finalement c'est des groupes de travail où on peut travailler de façon collégiale, puisque là aussi les élus sont représentés, les associations, les professionnels, ce qui permet d'avoir une vision très très globale de la thématique eau. Et nous travaillons en préalable sur les textes à venir ou les orientations politiques à prendre. Alors, si l'on avance dans votre analyse, vous nous dites, et je le disais très, très rapidement et sans doute grossièrement, en ouverture, que les territoires ruraux et les territoires de l'amont sont souvent sacrifiés. Ai-je bien compris ? Alors, là je dis ça, mais ce n'est pas parce que je suis au Conseil national de l'eau que je dis ça. Je dis ça parce que je suis une élue je suis issue du Chambon-sur-Lignon, donc en Haute-Loire. Et dans ce département, et comme le département de la Loire d'ailleurs, il faut finalement de l'Allier aussi, l'Allier oui, et puis de la Lozère, nous avons des grands barrages, comme ici. Et quand on habite en amont des grands barrages, la vie est bien compliquée pour ces gens-là. Parce qu'il y a des pressions, il y a des zonages, on leur demande d'être plus propres que leurs voisins qui habitent au-dessous. Et finalement, c'est une vraie question en termes de solidarité entre la ville, qui est en aval, et l'amont, qui est la ruralité. Et cette question-là, la loi, finalement, l'aborde très peu. Elle a fixé les contraintes. C'est éminemment technique, ces sujets sur l'eau. Mais les contraintes environnementales ont été définies et décrites par la loi et avec des zonages. La loi a aussi pris en compte, et là c'est très vieux, c'est le Code civil, que l'eau, finalement, s'écoulait et descendait tout le temps vers le bas. Donc, si on reprend tous les thèmes de la loi, d'où l'intérêt de l'exercice de l'après-midi, qui, à mon avis, est éminemment compliqué parce qu'il va contre la loi, elle a défini que les gens de l'amont ont l'eau et doivent la laisser s'écouler, et de bonne qualité, qui plus est, pour les gens de l'aval. Et on n'a pas créé le mécanisme inverse qui pourrait faire qu'il y ait une espèce de cohésion, de cohérence, j'ose pas dire remerciement, parce que quand monsieur le maire, on vous dit que la nation vous remercie pour les villages qui ont été inondés, c'est faux. Moi, quand je rencontre les gens qui ont été dans ces villages inondés avec leur famille, ils ont tous les papiers dans leur grenier et ils pleurent quand ils m'en parlent, alors que les barrages sont faits depuis longtemps. Et la nation, oui, peut-être une fois, on le dit comme ça en passant, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de dire rien. On met une contrainte supplémentaire sur ces territoires-là à chaque fois. Voilà pourquoi c'est un sujet qui... Vous devez vous en saisir les uns et les autres. Vous êtes tous là dans la salle. Nous sommes discrets, nous les ruraux. Nous sommes au bout de la chaîne et nous sommes les faiseurs. Donc il faut attendre, il faut demander qu'on vous donne les moyens de faire. Vous attendez que ça. Vous attendez pas des discours. Vous attendez d'avoir les moyens de faire sur vos territoires. Et de faire en étant modeste, bien souvent.
Et c'est ces moyens-là dont on a besoin et dont on a besoin dans ces politiques de l'eau, qui sont souvent un peu abstraites, un peu théoriques, très dogmatiques malheureusement, et ça ne permet pas de faire. Donc on a besoin de pouvoir faire. Mais dit différemment, c'est une question de cohésion, même de cohésion des territoires et de solidarité. Et de cohésion nationale, ça va plus loin, c'est de la cohésion nationale. Et on oublie un thème parce qu'on travaille en silo. Il faut toujours, quand on parle de la ruralité et de l'aménité, et de se dire c'est la ruralité qui doit tenir l'environnement propre, et pourquoi on ne le dit pas à la ville? Parce qu'elle a déjà tout détruit. Donc en fait, il faut pas punir la ruralité d'avoir encore de la biodiversité, encore de l'eau de qualité. Au contraire, il faut la féliciter, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. C'est de la cohérence nationale. Merci Nathalie. Monsieur le sénateur Roux, il n'y avait plus de place pour vous à la tribune, donc je vais vous porter le micro. Je vais expliquer que vous avez déposé une PPL. Une PPL, dans nos jargons à tous, c'est une proposition de loi déposée par un ou des parlementaires sur le thème de l'eau et de l'assainissement. Ne vous inquiétez pas, j'ai 2 minutes, on m'a dit, donc je ne vais pas être très long, Madame la Ministre. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, à vos grades et qualités, écoutez, moi je suis heureux d'être sénateur des Alpes-de-Provence, donc je suis voisin de ce beau département des Hautes-Alpes. Donc comme j'ai entendu tout à l'heure que c'était le premier plus beau de France, donc les Alpes-de-Provence, on est le deuxième. Mais bon, si vous venez chez nous, on sera le premier et vice-versa. Mais nous sommes la ruralité profonde, Madame la Ministre, et vous le savez, et c'est vrai que la proposition de loi que j'ai déposée, soutenue quand même visant à permettre une gestion différenciée de la compétence eau assainissement. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que dans notre ruralité, nous avons des difficultés des fois de rassembler par rapport à l'éloignement que nous avons par rapport à un centre urbain, par rapport à un centre de village plus important que les autres. Et aujourd'hui, et aussi par rapport à ce que vous indiquez aussi, vous, Madame, au niveau de l'agence de l'eau, comme quoi vous avez indiqué tout à l'heure, vous participez au financement des syndicats. Mais pas uniquement, malheureusement, quand la compétence est transférée, à travers les syndicats, à travers les intercos, mais les communes qui ne sont pas dans ces compétences transférées, malheureusement, vous les servez, si vous voulez, en financement, mais très peu. Donc, comme dans nos départements alpins, il y a beaucoup de communes isolées, c'est vrai que ces communes, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier des subventions de l'agence de l'eau, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. Et ma réflexion, c'était que si on avait continué à financer les communes comme vous le faisiez auparavant, parce que moi j'étais maire d'une commune de 800 habitants au Bousquet au-dessus de Digne, je pense que la compétence eau et assainissement serait transférée plus facilement. Là aujourd'hui, les gens se regardent et ne veulent pas transférer la compétence eau et assainissement. Donc ma PPL, vous le savez, Madame la Ministre, parce qu'on a fait un débat là-dessus, et je sais qu'on n'était pas en accord, mais c'est le débat démocratique, bien sûr. Mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Vous avez bien indiqué comme quoi vous autorisez à créer des syndicats départementaux. Mais moi, ma question est simple, Madame la Ministre. C'est savoir, est-ce que vous pensez que la compétence va être optionnelle, c'est-à-dire donner la possibilité aux communes, à partir du 1er janvier 2026, savoir si cela est possible. Parce que là, aujourd'hui, on est dans l'obligation au 1er janvier 2026 de transférer cette compétence, et d'après ce que vous nous dites, je comprends, une fois qu'elle sera transférée, les communautés de communes pourront déléguer cette compétence à des syndicats, à des CIVU, à des syndicats départementaux, mais est-ce que vous laissez le libre choix à la commune de choisir si elle veut transférer ou pas, c'est-à-dire faire sauter ce verrou de, la compétence obligatoire. Voilà, je ne serai pas plus long, parce que vous m'avez dit 2 minutes, je suis dans 2 minutes. C'est remarquable, voilà. C'est clair et précis. Finalement parti comme on est, vous répondrez peut-être, si vous le souhaitez, Madame la Ministre, à la fin. Voilà, hein, ce sera parfait. Monsieur le sénateur Arnaud, Monsieur le Président des maires, ça y est, on est passé de la qualité de l'eau à la ressource, à la question de la gestion. Et je crois savoir que c'est un sujet qui vous tient à cœur, hein, pour être raccord avec ce que vient de dire votre éminent collègue voisin, Monsieur Roux. Oui, parfaitement raccord. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toutes les personnes, les personnalités qui ne connaissaient pas les Hautes-Alpes ou qui connaissaient, mais qui reviennent dans notre département, au premier rang desquels le président du Parlement rural, mon cher ami Bernard Delcros,
qui est évidemment un homme important pour la réalité française, et l'homme ZRR, alors c'est pas Zorro, hein, c'est ZRR, sur ces questions-là au Sénat. Je crois qu'il a déposé récemment une proposition de loi aussi en la matière. Et vous voyez bien que lorsque l'on parle de ZRR, c'est un peu comme Lausanne avec Jean-Baptiste Blanc, sénateur de Vaucluse. C'est toujours la question aussi des moyens financiers, sur lesquels je reviendrai dans quelques minutes, qui se pose pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques. Moi, je retiens de la venue du président de la République sur les bords de Serponçon il y a quelques semaines une phrase, elle est toute simple. Volonté, et je le cite, de mettre beaucoup de souplesse et de l'apaisement sur la question de la politique de l'eau. J'en déduis, parce que j'essaie de comprendre ce que veulent dire les mots, que s'il est nécessaire de mettre de la souplesse, qu'il y avait des rigidités, et si il y a de l'apaisement, c'est qu'il y avait des tensions. Donc on voit bien que malgré le discours très consensuel des agences, des directions d'administration centrale, parfois même d'un certain nombre d'ONG qui viennent nous expliquer la manière dont, dans les ruralités, notamment les ruralités de montagne, nous devons gérer l'eau, parce que si on nous explique comment nous devons gérer l'eau, c'est qu'on la gère mal. Or, j'ai entendu que finalement, ce n'était pas si mal ce qui se passait dans le département des Hautes-Alpes. On arrive, même s'il y a effectivement des disparités, à gérer assez correctement notre eau, avec de la qualité, avec également, parce que c'est quand même une notion sur laquelle j'aimerais également peut-être que nous réfléchissions, c'est aussi le coût pour les usagers, parce que d'ailleurs on a aussi dans les ruralités des revenus moyens des ménages qui sont largement inférieurs à celles et ceux qui vivent dans les territoires métropolitains. Donc on est sur effectivement une recherche de souplesse et d'apaisement. L'apaisement, c'est aussi dialoguer entre nous, même s'il y a des divergences, même s'il y a parfois des incompréhensions ou des méconnaissances de part et d'autre. Et puis, travailler sur la souplesse. Jean-Yves Roux, que je remercie, puisqu'on avait déposé un texte à peu près identique. Il y a une règle au Sénat, c'est que le premier qui dépose a le droit de tirage premier. Donc, mais enfin, en tous les cas, on est en convergence sur ce dossier. Moi, je souhaite effectivement que pour les intercommunalités, les comités de communes, mais aussi notamment en zone rurale et en zone de montagne, les agglomérations qui existent dans ces territoires, on ait le pouvoir de choisir son organisation. Cela ne veut pas dire que nous soyons, parce qu'il faut trouver des points d'équilibre arc-boutés sur une gestion strictement municipale, parce qu'il y a nécessité de mutualiser, de mailler. Est-ce que vous avez progressé sur ce plan ? Oui, bien Parce sûr. on vous présentait comme quelqu'un de très défenseur de la gestion mais je le communale. suis toujours. Je suis en fait défenseur, et nous sommes défenseurs, parce que je pense pouvoir parler pour le plus grand nombre ici dans cette salle, et au-delà, nous sommes défenseurs de la liberté de choix d'organisation de la compétence. Parce que c'est au maire de décider, d'apprécier, d'analyser et de partager avec sa population les choix d'organisation de son service de l'eau. Je dis bien le service de l'eau, puisque pour organiser son service de l'eau, il faut avoir la compétence. Après, il la délègue à un tiers ou il l'organise en régie, ça c'est un autre débat. Donc dans nos départements, on a un certain nombre de syndicats à vocation unique qui existent déjà préalablement à la loi de 2017. Jusqu'à il y a peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes, l'expression politique de Madame la ministre qui nous dit le gouvernement déposera un amendement si le texte est effectivement inscrit à l'ordre du jour et sera étudié, parce qu'il y a encore un petit débat sur les retraites en amont. Donc bon, comme il y a un peu, Juste un petit en passant. Voilà, petit, voilà. Et comme sur la niche, il y avait deux textes. Le premier, c'était la retraite, et le deuxième, c'était le texte de Jean-Yves Roux qui devait être étudié. On va voir comment les choses évoluent dans les prochaines semaines. Mais admettons que ce texte soit étudié. Je souhaite effectivement, ça a été dit par Jean-Yves à juste titre, et je crois que c'est partagé par Bernard et par un grand nombre de sénateurs, puisque je rappelle que le texte de Jean-Yves a été voté à hauteur de 80% des sénateurs. 80% des sénateurs ont voté ce texte. On souhaite effectivement qu'il y ait une décision de choix possible et d'options pour les collectivités avant le 1er janvier 2026. Donc il faut effectivement que dès 2024-2025, que les collectivités sachent si elles peuvent avoir le choix. Je souhaite et nous souhaitons qu'elles aient le choix de conserver la compétence communalement, parce qu'il peut y avoir ponctuellement, j'ai en témoignage un récit d'un collègue sur les plateaux de l'Ardèche, madame, une commune immense, issue d'ailleurs d'un regroupement de communes qui souhaite garder sa compétence parce qu'il y a une cohérence sur le bassin d'eau, le bassin hydrique, pour qu'elle conserve sa compétence. Pourquoi ne pas le laisser? Donc laissons le choix. Et deux,
Faisons en sorte, là où c'est possible, de mutualiser. C'est déjà le cas dans un certain nombre de secteurs du département des Hautes-Alpes et de France, et avoir la possibilité de créer de nouveaux syndicats. À cela doit s'ajouter évidemment une politique de moyens. Cela a été dit tout à l'heure, je me permets quand même de réinsister. Aujourd'hui, dans le département des Hautes-Alpes, si on n'est pas en zone ZRR, on n'a pas des aides complémentaires de l'Agence de l'eau. Or, on peut avoir effectivement sur un certain nombre de communes des besoins ardents, urgents de renforcer le maillage de son eau, de traiter les fuites, de mettre en cohérence. Il faut être aidé. Et je le dis aussi parce qu'il y a encore une douzaine de communes dans notre département qui ne disposent pas de compteurs. Le parallélisme et la contrepartie de la liberté locale d'organisation, c'est aussi une montée en puissance sur la comptabilisation. Et il faudrait aussi, pour les communes qui sont confrontées à ce type de difficultés, qu'on puisse imaginer un accompagnement spécifique, parce que mettre des compteurs, s'il n'existe pas plutôt des compteurs intelligents, c'est un coût. Et je pense qu'il est nécessaire également que l'on puisse accompagner ces communes dans la transition vers les compteurs et vers une gestion meilleure de leur réseau d'eau. Enfin, j'en termine, parce qu'on doit être concis. Le président de la République a également annoncé, et cela a été confirmé par le ministre Béchu dans la suite, un déplafonnement effectivement des capacités d'intervention des agences de l'eau. Je crois que c'est bien. Maintenant, on aura un débat sur les modalités d'attribution des nouveaux moyens. Je crois qu'il est important effectivement que l'on aide les communes qui ont fait des efforts aussi ces dernières années. Or, je constate qu'une partie des critères, c'est que si des efforts ont été faits les années précédentes et qu'il est nécessaire de soit renforcer, soit d'améliorer le réseau, ben, l'agence de l'eau est plutôt défaillante en la matière. Et je crois qu'il faut effectivement aider en mutualisant autant que possible, en maillant, mais par la volonté des élus locaux, par des syndicats nouveaux, infracommunautaires, la possibilité d'être aidés davantage pour pouvoir financer la mise à niveau. Et il faut également du temps, parce qu'on travaille sur le temps long, donc avoir des phases de transition qui nous permettront également de faire les efforts nécessaires, avec également un impact sur les factures des usagers à due proportion. Si on arrive à faire ce paquet, je pense qu'on aura finalement accompagné la déclaration du président de la République, mettre de la souplesse et mettre également de l'apaisement dans des débats qui sont effectivement très sensibles. Enfin, parce qu'on est dans un territoire rural, on représente aujourd'hui d'abord des territoires ruraux dans la configuration de notre rencontre de ce matin. Ne nous sous-estimons pas aussi la dimension identitaire, je me permets de le dire, de l'eau. L'eau, c'est aussi l'identité des communes, c'est une capacité aussi à gérer des relations de proximité, et le maire a un rôle important dans ces relations de proximité, d'apaisement dans les conflits d'usage. Et pour cela, il faut que le maire soit encore actif dans sa commune, et que ce ne soit pas un acteur lointain, un président d'intercommunalité un peu vaste, un président de département, même si effectivement le département a un rôle important à jouer, notamment, je pense, en matière d'ingénierie, pour aider les collectivités, mutualisées ou pas, en SIVU ou isolées, à accompagner leur mutation en matière de réseau. Mais je crois qu'il est important de ne pas sous-estimer la dimension identitaire de l'eau. Et cette dimension-là, elle doit être préservée, me semble-t-il, cultivée, développée dans le cadre communal. C'est bien de le dire, mais comment conserver ce rôle du maire quand vous serez dans une gestion intercommunale ou infracommunale ? Attendez, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un maire qui d'abord gère son réseau, a démontré par sa capacité et son travail, qu'il a démontré par ses investissements, par son taux de fuite, par la qualité d'eau récurrente, que son réseau fonctionne bien, je ne vois pas pourquoi on l'obligerait à modifier son mode de gestion puisqu'il est opérant. Si un maire est en difficulté et a besoin de mutualiser, il peut le faire dans le cadre d'un syndicat infracommunautaire, un SIVU, comme on en a eu pendant des années, avec effectivement un travail d'ingénierie qui peut être porté par une intercommunalité et ou un département, puisqu'il est offert la possibilité éventuellement d'avoir un syndicat mixte qui peut être aussi un syndicat d'études, d'accompagnement, d'ingénierie, pourquoi pas, si telle est la volonté politique des départements. Mais je crois que c'est cette liberté et cette souplesse qu'il faut conserver. Et puis il faut évidemment avoir des moyens financiers adossés. Et je pense qu'il faudra re-questionner le fonctionnement de l'agence de l'eau. Je le dis parce qu'on le dit régulièrement, notamment avec Bernard, mais je pense que Jean-Yves partage également au Sénat cette orientation. Une agence de l'État reste quand même un peu l'État. Voilà, donc c'est aussi des financements publics, ce sont aussi des redevances. Donc ce n'est pas une agence qui est hors sol, hors politique publique, c'est au service des politiques publiques dans lequel on retrouve évidemment les orientations de l'État, mais aussi des collectivités locales. Et donc un partenariat actif des collectivités locales support de base que sont les communes rurales en particulier. Je pense qu'on a un débat et probablement
dans l'apaisement, un renforcement du dialogue à avoir avec les agences de l'eau pour trouver les bonnes solutions adaptées aux réalités et aux spécificités des territoires, notamment de montagne. Merci. Donc finalement, vous êtes optimiste? Les Je choses suis avancent optimiste, plutôt mais dans le bon sens. Je suis toujours très prudent. D'abord, on verra si le texte, effectivement, pourra être étudié à l'Assemblée nationale, reviendra ensuite en commission mixte paritaire, j'imagine. Et je pense que Madame la ministre a bien entendu au Sénat. Et j'espère effectivement que, notamment, les agglomérations dans les zones de montagne pourront être également intégrées dans le dispositif, parce que le texte de Jean-Yves ne l'intégrait pas. Je pense qu'il est important de l'intégrer. Et que, deuxièmement, on ait effectivement un débat très précis et soucieux, avant tout, de l'implication des élus locaux, parce qu'on a besoin aussi de maires qui servent à quelque chose. Et quand on sert à quelque chose dans une commune rurale, notamment, on sert sa population en eau potable de qualité et de quantité. Et je crois que c'est un point important en matière d'identité communale aussi. Qu'est-ce que c'est cette histoire de compteur, de comptage que vous évoquiez? C'est de votre ressort, Madame la directrice de l'agence? Je pense que ce que Monsieur le sénateur évoque, c'est les compteurs individuels, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 16 communes, si je ne me trompe pas, dans le département qui n'ont encore pas de compteurs individuels sur les maisons. C'est-à-dire que l'eau est facturée au forfait. On ne sait pas réellement ce que... Voilà. Et l'agence de l'eau, dans son programme actuel, n'aide plus ces dispositifs-là. Les a aidés pendant de nombreuses années. Et pourquoi? Parce que le 11e programme de l'agence de l'eau a vu ses moyens baisser de façon importante, plus de 15% de baisse, et qu'il a fallu faire des priorités, qu'il y a effectivement un certain nombre de thématiques qui ont été aidées, encore une fois, pendant de longues années, qui n'ont plus pu l'être. Juste en un mot, Monsieur Arnaud. Oui, très, très rapidement, parce qu'il y a un sujet qui est sorti des radars dans nos discussions et dans nos introductions. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible, parce que si on veut canaliser de l'eau dans tous les sens du terme, soit par des canaux d'altitude, soit par des canaux réseau, il faut également avoir une rivière qui soit en santé et des torrents qui sont en santé. Et je pense que, Madame la Ministre, je me permets de lancer une alerte, mais qui n'est pas une alerte pour nous, parce que c'est notre quotidien. Je pense qu'il faut remettre à l'ordre du jour la question de la GEMAPI et des solidarités amont-aval, parce qu'on ne pourra pas continuer à demander aux communes de montagne de travailler sur les grands objectifs fixés dans le cadre du plan d'eau défini par le Président de la République si on ne traite pas ce sujet, et notamment dans les solidarités amont-aval. Il n'est pas normal que l'on traite en amont, dans les zones de montagne, les torrents dans des conditions qui sont toujours compliquées, et que les bénéficiaires finaux, on évoquait tout à l'heure le pastis de Marseille et l'eau de Marseille, ne se retrouvent pas en situation de contribuer à la bonne santé globale de nos réseaux d'eau, et notamment torrentiels, dans la montagne en amont. Et je crois que c'est un point important. Bien. En 2 minutes. Rapidement, parce qu'on va rater le pastis. Je suis quand même obligée de répondre un tout petit peu, parce que j'ai été citée un certain nombre de fois. Simplement sur 2 points. Le premier point, effectivement, sur la qualité de l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est le rendement des réseaux. Et sur le rendement des réseaux, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais le département 05, tout comme le 04, donc là, vous êtes à peu près au même niveau, vous êtes les 2 départements avec le taux de rendement le plus mauvais au niveau national. Donc il faut faut pas se cacher non plus. Donc il y a encore des choses à faire. Voilà. Là-dessus, bon. Deuxièmement, sur l'agence de l'eau hors sol, alors ça me heurte assez fortement évidemment qu'on me dise ça. Non mais je sais, on se connaît à force. Premièrement, l'agence de l'eau, 40% de son conseil d'administration sont des collectivités. Il n'y a pas d'autre établissement public de l'État qui a ce modèle-là. Donc le collège le plus important, c'est vous. Deuxièmement, l'agence de l'eau, elle répond à son conseil d'administration et elle répond à son ministère de tutelle. Et quand je porte une parole aujourd'hui, je pense que j'ai porté la même que Madame la ministre. Je ne porte pas la parole de l'agence de l'eau et encore moins d'Annick Mièvre, je porte la parole de la politique de l'eau. Et on est simplement un opérateur de cette politique aux côtés des services de l'État. Et voilà. Et de dire qu'on est hors sol alors que voilà, on ouvre... On débat régulièrement de ces sujets. Je pense que après qu'on ait des divergences. Merci de la précision et de la petite provocation. Joël Giraud, vous, de l'eau, vous vous en préoccupez depuis très longtemps. Et je ne dis pas sous forme de boutade, mais bien parce que c'est un sujet en tant qu'élu avec déjà un parcours dont vous avez compris l'importance. Oui, bien écoutez, effectivement, en plus j'ai une
j'ai une qualité ou un défaut, je sais pas, mais je déteste le pastis. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis, permettez-moi d'abord, si tu le permets, Jean-Yves, comme je n'ai pas eu l'occasion en tant que député de cette circo de vous accueillir, de vous dire que je suis très, très, très heureux que ce Parlement rural puisse se réunir aujourd'hui. Je suis heureux parce que Dominique Faure est ici et qu'elle a plusieurs qualités, outre le fait de m'avoir succédé sur les missions notamment de la ruralité et des collectivités territoriales. Elle est comme moi radicale. Donc, quand on est membre d'un parti qui s'appelle le Parti radical, on a aussi un avantage, c'est que la vérité révélée, c'est pas notre truc. Donc, comme la vérité révélée, c'est pas notre truc, je crois qu'il faut trouver des équilibres dans la société. Et je crois que cette question du partage de l'eau ne doit pas être totalement manichéenne. Voilà, je le dis très honnêtement et très franchement. Il n'y a pas la vérité d'un côté et l'erreur de l'autre. Il y a toujours des usages à mettre en regard. Et puis aussi des éléments qui ont changé. Ils ont changé parce que je sais pas, j'ai été maire d'une commune qui est l'Argentière pendant des années. Le maire actuel est ici. On a une source avec 20 000 équivalents habitants au bout. Il a dû prendre l'été dernier des mesures de restriction. Voilà. Donc les choses ont vraiment changé dans des endroits qui sont pour autant des véritables châteaux d'eau. Donc il faut savoir, j'allais dire, raison garder sur ce sujet-là. Je voulais saluer Bernard Delcros aussi parce que je suis très content d'abord de ce choix de cette circonscription du nord des Hautes-Alpes. On est de vieux complices tous les deux. Hein. Je lui ai dit d'ailleurs hier le surnom que je lui avais donné, je l'appelle le maquignon de l'amendement, parce que j'aime bien le métier de maquignon, et que lui, il arrive à vendre des amendements de façon très efficace, et je trouve ça particulièrement bien. Le maquignon est un compliment dans ma bouche. Et te saluer toi, Jean-Yves, parce que le hasard fait que le bonhomme qui est ici est le fiston de paysan qui avait accueilli ma famille, parce que je suis moitié bourbonnais, et qui avait accueilli ma famille pendant les bombardements de 1943 dans l'Allier, quand on n'avait plus de baraque, et qu'on était réfugiés quelque part dans la campagne, dans un endroit où on pouvait manger, alors qu'on ne pouvait plus manger en ville depuis déjà un certain temps, dans ce qui est aujourd'hui la diagonale du vide, que le Patrice Joly, ton prédécesseur, connaissait bien en étant de la Nièvre. Et saluer bien évidemment Marc pour son enthousiasme et intact au service de nos collectivités. Alors oui, moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps parce que à l'époque où j'étais rapporteur général du budget et même avant, sous le gouvernement Valls, j'avais demandé qu'on regarde de près la problématique de l'irrigation gravitaire en montagne. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'était le cadet des soucis, c'était quelque chose qui n'était pas analysé, alors qu'en Suisse, il y a une politique nationale, en Autriche, il y a une politique nationale, c'est-à-dire que la réalité, c'est que c'est deux pays qui sont entièrement montagnards, et qu'il y avait donc, de ce point de vue, une attention particulière à l'irrigation gravitaire en montagne, et c'est important, parce que cette ressource en eau, elle n'est pas prélevée, du coup, sur justement l'eau potable. Lorsque des gens arrosent des jardins et autres, il n'y a pas que les usages agricoles de l'irrigation gravitaire, et il fallait modifier les choses, il fallait également les modifier pour l'agriculture et l'arboriculture, et à l'époque la mission avait conclu à la mise en place d'un nouveau décret sur les usages de l'irrigation qui est passé devant le Conseil national de l'eau. Alors j'avais juste un petit regret, c'est que il avait été modifié après passage au Conseil national de l'eau sans que le Conseil national de l'eau ne soit prononcé sur ces modifications. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans les étages du ministère de la Transition écologique. Il y a un étage plus X-Pont que l'autre, c'est comme ça. Et l'étage X-Pont n'avait pas vu quelque chose qui semblait plus important à l'étage écolo. Mais c'est comme ça. Donc moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le président de la République a fait une ouverture, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit à l'instant notre sénateur Jean-Michel Arnaud. Nice a dit également Jean Héroux. Nous avons une ouverture qui est de faire en sorte que déjà dans ces très grosses intercommunalités, dont j'ai toujours pensé qu'elles étaient un peu grandes. Ça, j'aurais pas porté les amendements portant dérogation en zone de montagne et en zone rurale pour que les intercos restent à des dimensions absolument raisonnables. Mais il y a des gros intercos. Il y a également une situation très, très, très compliquée lorsqu'il y a des communes très rurales dans une métropole.
la métropole de Grenoble, je pensais que Fanny serait là, mais donc elle a un problème de santé. Fanny Lacroix qui connaît bien ça, parce que la métropole de Grenoble, elle monte à l'assaut du Trièves et à l'assaut de Loisan. Et on ne gère pas l'eau de la même façon, bien évidemment. Alors j'allais dire au désert en Val-Jouffray, mais c'est pas dans l'agglo de Grenoble, le désert en Val-Jouffray, mais dans des communes de ce type-là, que dans la métropole de Grenoble. Donc le fait qu'il y ait la possibilité de syndicats infra-interco va permettre de résoudre ces questions des grosses intercos, et je crois que c'est extrêmement important de le faire. Alors il faut aussi que dans le texte, et on compte sur toi, Dominique, ce soit facile de les créer. Bon, parce qu'on sait tous que dans ce genre de choses, il y a toujours des difficultés. Puis il y a également une autre solution, moi, que j'avais prônée depuis le départ, en ne mettant pas en cause, je le dis clairement, le statut intercommunal de la problématique de l'eau. C'était, à l'époque de Mézard, quand il était ministre de la Cohésion des Territoires, on avait étudié comment subdéléguer la gestion de l'eau aux communes. La subdélégation s'est avérée être une usine à gaz, parce qu'en France, on aime les usines à gaz pour une raison qui m'échappe, mais enfin bon, moi je suis amateur autiste, donc j'aime pas les usines à gaz, mais on a fait une usine à gaz de tout cela. Et je crois, et c'est la raison pour laquelle je voulais que l'on en parle en face de la ministre, je crois que la subdélégation peut être aussi quelque chose qui soit simplifié. Pour que tout simplement, il faut être très clair, sur un bassin, sur un ensemble de communes, il y a des communes qui ont une ressource en eau, d'autres qui n'ont pas. Donc, il faut au bout d'un moment qu'il y ait de la solidarité. Tu connais bien comme moi le département de l'Allier. Les rivières se sont enfoncées dans ce département. J'ai bien enfoncé. Moi, j'ai un jardin, j'ai un puits. Il y avait l'eau à 1 mètre, elle est tombée à 5 mètres. Elle est maintenant à 15 mètres. Donc, tout le monde a abandonné les puits. Ce qui veut dire que tout le monde arrose à l'eau potable. C'est aussi une des conséquences. Eh bien, dans ces départements-là, sur une interco, il y a 2-3 communes qui n'ont plus du tout de ressources en eau et plus d'accès à la ressource en eau. D'autres qui ont déjà fait des châteaux d'eau depuis déjà un certain temps. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait un égoïsme qui s'instaure en disant « Gaffe, nous, on a nos investissements qui sont réalisés. Bon, ben, ceux d'à côté, tant pis. » Alors, je mets en garde tout le monde là-dessus parce que lorsqu'on est ensemble, on s'aime tous, on s'embrasse tous sur la bouche. Mais il arrive qu'on s'embrasse sur la bouche, mais qu'il y ait un petit couteau planté dans le dos de temps en temps. Vous savez, quand vous enlacez quelqu'un. Ça se produit entre élus, ça non, jamais, bien sûr, je le jure. Mais il faut faire attention à cela parce qu'on doit avoir des solidarités qui, fut un temps, n'étaient pas possibles. Moi, quand j'ai voulu connecter mon réseau d'eau avec celui de la commune voisine de La Roche-de-Rame, qui avait des problèmes d'accès à la ressource en eau, là, à l'époque, il y avait eu un dogme qui était un dogme d'État, qui était, alors surtout, non, pas d'interconnexion entre les réseaux. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Après, on est arrivé à un système qui est intercommunal. Je reste persuadé que la solidarité intercommunale, en termes d'investissement, est extrêmement importante, mais qu'il y a des cas où, effectivement, il faut pouvoir faire en sorte que la gestion reste purement communale, par subdélégation, et tout simplement parce que vous avez un fontainier qui est à 20% de son temps, à 30% de son temps. Alors maintenant, quand on veut subdéléguer... Excusez-moi, vraiment, mais c'est vraiment l'usine à gaz complète pour déterminer le pourcentage de chaque agent qui arrive sur cela avec une comptabilité analytique qui est celle des communes rurales, entre parenthèses, qui n'est pas plus mauvaise, par exemple, que la SNCF, qui est foutu d'en avoir une. Donc, je ne cite la SNCF complètement par hasard, chacun le sait. Mais il n'y a pas que la SNCF. Je veux dire, je connais des démembrements d'EDF qui ont des problèmes de comptabilité analytique. Donc, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à une situation où, par le biais réglementaire, parce que souvent c'est réglementaire, ou par le biais légal, puisqu'il y a ce texte de loi qui va permettre, je dirais, de créer des espaces de liberté, nous soyons en mesure d'à la fois assurer la solidarité sur un ensemble pluricommunal, si c'est inférieur à l'intercommunalité, de la ressource en eau et de son partage, mais qu'en même temps, effectivement, on laisse gérer localement ce qui doit l'être, c'est-à-dire quand vous avez un fontainier à 20% de son temps d'un employé communal pour gérer simplement l'eau et qu'on le facilite par le biais de conventions et qu'on ne soit pas verrouillé par un système
où, là, pour le compte, c'est l'intercommunalité qui dit son veto ou pas son veto pour ce genre de choses. Parce que c'est ça le sujet. Il faut que ce soit quelque chose, là encore, de volontaire. Donc, je prône pour quelque chose qui est entre l'optionnel et le tout intercommunal, et qui permettrait, à mon sens, avec un pouvoir d'appréciation, on a vanté le couple maire-préfet pendant le Covid, bonté divine, on peut quand même faire confiance au couple maire-préfet, tout comme on a souhaité le faire quand on a parlé des ZRR. À l'époque, j'étais ministre, tu étais le rapporteur de ce texte. On a parlé de l'appréciation des préfets sur le terrain qui me semble extrêmement importante, parce que vous avez des trucs où c'est n'importe quoi. Vous avez des intercos avec qui sont en ZRR dans le 04. Il y a une commune du Var à côté. Elle est dans l'interco, mais elle n'est pas en ZRR. Donc, quand vous avez un problème médical et que vous voulez faire une maison pluridisciplinaire de santé, le Toubib, il ne peut pas s'installer là. Il faut qu'il s'installe côté 04. C'est un exemple que tu connais bien, qui est celui de Vinon-sur-Verdon. Voilà, je veux dire, des choses comme ça, c'est démentiel. Et si on laissait un pouvoir d'appréciation au préfet, bien évidemment, le préfet, les deux préfets du 04 et du 83 diraient, évidemment, il faut que la ZRR soit étendue pour que ça ne soit pas complètement incohérent. Parce qu'il y a des bassins de vie dans ce pays. Et les bassins de vie se contrefoutent de savoir dans quel interco on est ou dans quel interco on n'est pas. Et dans quel département, d'ailleurs, soit dit entre parenthèses. On en a la preuve également ici entre le 04 et le 05 sur le secteur du Buèche et de Sisteron. Donc voilà, un intermédiaire entre les deux, avec une vraie discussion, pour faire en sorte que les communes puissent garder cette faculté de gestion j'allais dire, coûts humains, localement, et que pour autant, les solidarités demeurent des solidarités intercommunales ou pluricommunales, suivant l'infrastructure qui est mise en place dans l'intercommunalité concernée. C'est clair, monsieur le député, comme d'habitude. Madame la ministre, on ne va bien évidemment pas vous demander de répondre. Il y a beaucoup de questions, mais le dialogue est complètement intéressant. Plutôt vos impressions, quelques pistes dans... On a l'impression que les choses se rapprochent. On se comprend et on pose les problèmes de la même manière, à défaut d'en être tout de suite aux solutions. Merci à vous 5 pour cet éclairage. J'ai pris beaucoup de notes. Je voudrais rappeler en introduction, parce qu'on voit bien qu'il y a un débat dans le débat. Et pour nous, Christophe Béchu et moi, le principal enjeu de notre société aujourd'hui, c'est la ressource en eau. Et ensuite, au sein de cette... Et je pense, Madame la directrice, que vous avez très très bien posé le sujet et l'enjeu. Mais au sein... de cette problématique sociétale, on a un débat qui concerne la gouvernance de l'eau. Et on va le résoudre, monsieur le sénateur, on va trouver des solutions. Mais je veux quand même rappeler que le sujet de l'eau, que la gouvernance de l'eau soit faite à l'échelle communale ou à l'échelle intercommunale, l'objectif que l'on partage tous, il est, à mon sens, de 3 natures. D'abord, être économe en matière de consommation d'eau, c'est ce que nous avons appelé la sobriété dans le plan eau. Deuxièmement, la protéger, cette ressource en eau, très en amont. Et troisièmement, servir une eau de qualité à nos concitoyens. Donc sobriété, protection, qualité, de quoi d'autre que notre bien commun qui est l'eau. Alors ça, c'est très consensuel. Tout le monde est d'accord. Tout le monde se dit, oui, effectivement... nous devons contribuer à cette sobriété, à cette protection, à cette qualité. Mais ensuite, on arrive sur le sujet de la gouvernance de l'eau. Et moi, personnellement, je suis radical, on s'est dit, mais je suis extrêmement tolérante. Et c'est pour ça que je souffre beaucoup avec ce que je vis au quotidien, qui est la violence faite aux élus. Mais je n'oublie pas que j'ai des collègues qui travaillent sur la violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes. Donc je souffre beaucoup, parce que pour moi, c'est une absence de tolérance. On peut ne pas être d'accord, mais si on peut garder le sourire, ne pas hausser le ton, respecter le point de vue de l'autre, alors j'adore le dialogue, et il en sort des choses souvent qui sont tout simplement réinventées. Donc pourquoi le gouvernement est aussi attaché à quoi? À la mutualisation. Et donc,
moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas concilier nos deux mots, le vôtre qui est une gestion différenciée, à laquelle je souscris 1000 fois, et que vous souscriviez à notre objectif que nous portons, qui est que cette gestion de l'eau, elle soit mutualisée. Alors on peut ne pas être d'accord avec les 3-4 éléments que je vais vous donner sur la raison pour laquelle on veut que cette protection de la ressource en eau, cette distribution de cette eau potable, cette gestion de l'eau, eh bien, elle soit mutualisée. Alors d'abord, pour des raisons évidentes, j'en reviens à la sobriété, c'est qu'il nous semble que pour être le plus sobre, le plus économe, éviter les fuites, eh bien, si on mutualise des investissements, et merci Joël de l'avoir dit, cette solidarité d'investissement, elle nous paraît intéressante. Je ne dis pas, je vais vous le répéter, que la gestion communale aujourd'hui dans le 0,4 ou dans le 0,5, elle n'est pas bonne, ou que les investissements n'ont pas été faits. Il y a plein de communes dans lesquelles les investissements ont été faits, l'eau est bonne, les habitants sont contents. La question dont je parle, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi comment nous le voyons et pourquoi nous pensons qu'il doit y avoir cette mutualisation. Ensuite, pour moi, qui ai travaillé dans ce domaine pendant de nombreuses années, le risque de pollution, il est réel. Même si aujourd'hui, vous me dites, mais moi, l'eau, elle est pure, mon village, je suis heureux, je suis fier, j'ai investi. Pas de fuite sur ma commune, même si globalement, j'entends que dans le département et dans les départements, il y a globalement un problème de fuite, mais il est tout à fait possible, et je le sais, que l'eau soit gérée à l'échelon communal et qu'elle soit perçue comme pure, très peu de traitement, pas cher, de qualité. Mais la menace pollution, elle est totale. Ensuite, je pense que, pour finir, on a ce phénomène de sécheresse sur lequel, évidemment, aujourd'hui, l'été dernier nous a montré qu'on a quand même près de 500 communes à qui on a dû alimenter en eau. Et suivant comment on compte, j'ai vu qu'on pouvait monter à plus de 1000 aussi. Que l'on a alimenté en eau au moins une journée avec des bouteilles d'eau minérale. Et donc cette sécheresse monte et cette solidarité, elle doit être totale. Alors vous pouvez dire, mais elle est totale même si nous gérons, nous les maires, à la maille communale l'eau, mais on sera solidaire. Si nous on a de l'eau et le voisin n'en a pas, on va être solidaire. Mais on pense, même si je vous dis à quel point je respecte une autre pensée, que si cette solidarité, elle est déjà réalité dans la protection de la ressource, la distribution, etc., elle sera encore plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on aura créé de la redondance de réseau et à un moment donné, on aura pris l'habitude non plus de traiter ce sujet à la maille communale, mais à une maille supérieure. Là où je vous ai dit quels étaient nos deux amendements, mais peut-être qu'on ira plus loin. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement, on est à l'écoute, contrairement à ce que certains pensent. On a des convictions, et aussi fortes que sont les convictions de ceux qui vous ont applaudi, monsieur le sénateur, et que je respecte, nous avons la conviction que nous devons, d'ici 2026, et ça fait un petit moment, et on a retardé les échéances, convaincre petit à petit que pour ce bien commun, que pour cette ressource en eau, qu'avec ce changement climatique, avec cette sécheresse, avec ces investissements absolument nécessaires, on doit faire à plusieurs. Et ce n'est pas dans ce Parlement rural qui a mis la ruralité en partage qu'on va refuser le fait de travailler encore plus cette solidarité intercommunale. Pour conclure, je vais vous dire que sur le sujet de la GEMAPI, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a un vrai sujet sur lequel on est en train de travailler avec Christophe Béchu, un vrai sujet d'équité, un vrai sujet de mutualisation. Et donc là, toutes les propositions qui émaneront de notre beau Parlement rural, je les prendrai en note. Je conclurai en disant que Monsieur le Président de la République, le 30 mars, quand il est venu, a dit souplesse et apaisement, vous l'avez repris,
Vous avez repris le mot dialogue. En tout cas, monsieur le sénateur, et vous tous qui espérez pouvoir gérer l'eau à l'échelle communale, je serai au banc à l'Assemblée pour débattre de ces sujets. Je serai la plus ouverte possible. On essaiera de trouver, à défaut d'un compromis, un consensus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Nous prenons du retard et je vais même sortir du protocole républicain. Je vous en prie de bien vouloir m'excuser. Juste, notre ami le président du conseil départemental qui est ici souhaitait apporter un rapide éclairage. Oui, je voulais simplement rappeler à Dominique Faure, parce qu'on a échangé il y a quelque temps à Luchon sur ce sujet, et je voudrais surtout rappeler à tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui les propos d'Annie Genevard. Annie Genevard disait à Luchon que si cette problématique de la compétence de l'eau était discutée depuis si longtemps, c'est qu'il y avait vraiment un problème à régler. Il y avait un problème à régler. Et je m'associe aux propos qui ont été tenus par certains des intervenants ce matin, qui voudraient attirer l'attention du gouvernement sur cette disposition où la liberté d'entreprendre doit rester le maître mot dans notre démocratie. Par exemple, quand on traduit cette difficulté dans le département des Hautes-Alpes, on prend, je veux dire, la difficulté de faire gérer l'eau au niveau d'une intercommunalité. Il y en a une dans notre département d'intercommunalité qui démarre en limite de l'Isère et qui va jusqu'à dans le 04, qui couvre quasiment un tiers du département, une intercommunalité. Il y a 70 communes dedans. Bon, demain, comment voulez-vous que cette intercommunalité garde son efficacité sur ce terrain-là? Donc c'est un vrai exemple pour montrer qu'il faut laisser cette liberté aux communes. Et puis, merci. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec la version ou la présentation du département par Madame la directrice de l'agence de l'eau pour dire qu'on est un département mauvais dans la gestion du réseau d'eau potable. Moi, Elle l'a pas exprimé comme ça. Non, elle a dit qu'on n'était pas efficace. Oui, en fait, les maires qui sont derrière moi, ils ont entendu ça. Et moi, je voudrais simplement dire qu'aux côtés de l'agence de l'eau, et même parfois à la place de l'agence de l'eau, moi, je consacre une partie de mon budget d'aide aux communes, notamment dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, à hauteur d'au moins 3 millions par an. Merci, Monsieur le Président. On a compris votre message. On ne va pas relancer le débat. Voilà. Madame la Ministre, désolé pour Mesdames, Messieurs, je vous prie je vous remercie. D'abord, on peut applaudir tous les intervenants.